Bien, alors il est question d'un acteur central de la relation qui est entre les médias et le sport. Donc, en quelques mots, moi, ma spécialité, je suis sémiologue. Donc, j'analyse les discours qui sont véhiculés dans l'espace public et l'impact que ça a sur l'opinion publique. Et depuis 2000, et un colloque fondateur à l'INSEP qui s'intitulait Montrer le sport. Mes travaux principaux se sont concentrés sur la représentation médiatique du sport, les discours et les pratiques journalistiques et les productions, notamment médiatiques, des dispositifs sportifs. Bon, le journalisme de sport est un acteur central. On dit journaliste de sport et non pas sportif, vous le comprendrez, enfin je le préciserai un peu plus tard. Et cette intervention est fondée sur un certain nombre de problématiques auxquelles, donc prochaine diapositive, auxquelles je ne répondrai pas immédiatement cet après-midi par manque de temps, mais qui resteront en suspens et qui peut-être alimenteront les discussions par la suite, aujourd'hui ou un peu plus tard, et je serai ravi de poursuivre la discussion avec l'un ou l'autre d'entre vous. Donc la première problématique, c'est évidemment de discuter de la spécificité de la pratique et de la responsabilité des professionnels de l'information que sont les journalistes de sport. Alors quand on parle de spécificité, il ne s'agit pas de les distinguer. Comme le rappelle la deuxième problématique, donc qui est de dire, d'essayer de réfléchir à la place du journalisme de sport par rapport au journalisme en particulier. Vous verrez que ce journalisme a une place à part, même au niveau de l'organisation des rédactions, notamment un sociologue qui s'intéresse à la question, Dominique Marchetti, a évoqué en 2002 la notion de sous-genre journalistique. Troisième élément qui est dû à la spécificité de la pratique du journalisme de sport, qui n'est pas ici, hein, j'insiste sur cette notion, une perspective critique hein, qui consiste évidemment à regretter certaines pratiques du journalisme de sport. Ce n'est pas le propos ici. Nous, en tant que scientifiques, on décrit l'existant, donc on s'en tiendra là. Et notamment, c'est de rappeler un petit peu quelles sont les fonctions fondamentales du journalisme, qui peuvent être résumées en ces quelques valeurs, enfin quelques notions que sont la distance, la nécessité de la distance, évidemment l'objectif de vérité. Je parlerai comme Patrick Mignon tout à l'heure de recherche de l'authenticité plutôt que de la vérité, parce que la vérité est une perspective, est un horizon. Plus on s'approche, plus elle s'éloigne. Elle est toujours à 30 mètres, la vérité, comme on dit. Donc on parle d'authenticité. Et enfin, deux notions qui semblent les plus évidentes, que sont l'éthique et l'impartialité. Vous admettrez, vous qui êtes des consommateurs intensifs des productions médiatiques de sport, vous admettrez que ces deux dernières fonctions sont qualifiées, requalifiées, discutées, etc. Et enfin, de manière un peu plus globale, que pose cette réflexion sur le journalisme de sport, si ce n'est de la place du sport dans la société française, en France, hein, qui n'est pas exactement la place qu'on lui attribue dans les pays anglo-saxons, qui n'est pas la place qu'on lui attribue dans d'autres régions du monde. Vous voyez bien que dès qu'une affaire se manifeste, on ne sait plus si on parle de sport ou d'autre chose. Il y avait une grande expression qu'employait une figure du sport en France qui était du journalisme de sport en France, qui était Thierry Roland. Quand on lui posait une question un peu limite, à la périphérie, il disait ça n'entre pas dans le cadre du sport, alors que évidemment c'est l'inverse. Je veux dire, le sport est quand même une expression extrémisée de tout ce qui se produit dans la société. Et il n'y a pas de détachement entre le sport
et autre chose. Donc, le journalisme de sport est un acteur central des médias. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on parle de stars. Il y a des stars dans le journalisme de sport. Il y a des figures qui sont ambiguës. Il y a des figures qui ont des statuts instables. Il y a des légendes comme par exemple Abdelkader Chenioui, Nouni, qui est quand même une grande figure du sport dans l'histoire du sport maghrébin. Et donc, il y a une histoire du sport. Donc là, je vais vous en montrer quelques passages. Il s'agit d'une archive de l'INA qui relate les adieux du du responsable du service des sports de l'ORTF en 1975, qui était Paul Heydens, et qui dit en quelques minutes tous les remerciements qu'il adresse à toute son équipe, et il les présente comme s'il s'agissait d'une équipe de rugby. Alors, on ne va pas passer la totalité, mais je vais vous en faire partager quelques minutes pour vous montrer un petit peu qu'il y a légende, histoire et culture, et on peut difficilement s'intéresser aux acteurs et au sport si on fait abstraction de la légende, de l'histoire et de la culture. Alors, il s'agit de Roger Candioni, grande figure du sport en France, qui parlait juste avant. C'est pour un hommage anticipé à notre ami Didier Rey, qui va intervenir ces prochains jours. Bon, on n'entend pas plus. Écoutez, c'est pas grave. Sachez que vous pouvez accéder tout à fait à cette archive si vous faites une recherche simplement les adieux de Paul Heydens à l'ORTF. Donc, vous pourrez faire ce travail-là. Donc, vous reconnaissez quelques figures comme Georges Decaune, etc., etc. On va passer à la suite parce que j'aurai peut-être pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Oh, on va passer à la suite, c'est pas grave. Ok. On continue. Voilà. Alors, la place du sport, du journalisme de sport, elle peut être non pas résumée en ces quelques témoignages, mais néanmoins, il y a quand même des éléments de réponse. Jacques Marchand, alors voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi on parle de journalisme de sport et pas de journalisme sportif quand on fait de la recherche sur le journalisme de sport? C'est parce que, notamment, c'est emmené par la proposition de Jacques Marchand, qui a été une grande figure du sport, du journalisme de sport en France, et qui dit il n'y a pas de journalistes de cinéma, de théâtre, de faits divers et de journalistes sportifs. Il y a simplement des journalistes qui ont leur spécificité. Quand on dit journaliste sportif, je sais pas, un journaliste politique peut aller faire son jogging, il est aussi sportif. Vous voyez, un journaliste de cinéma, enfin de culture, peut faire de la boxe, il est aussi journaliste sportif. Donc on préfère l'appellation journaliste de sport, c'est un peu plus précis. Deuxième expression, elle vient de Paul Lyonnais, qui est un sociologue qui a été l'auteur de plusieurs textes intéressants, et notamment, il rappelle que le sport, dans la société française, est un réservoir à préjugés, un opium d'un pauvre peuple manipulé par les médias, approfondissement de l'aliénation. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre, par exemple. On rappelle qu'en Angleterre, on peut tout aussi bien aller à l'opéra et aller à un match de football sans que ce soit exclusif l'un de l'autre. On rappelle qu'on peut aimer la culture et aimer le sport sans que ce soit exclusif. Pourquoi ? Parce que en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, on traite le sport de la même façon que n'importe quelle affaire de la société, alors qu'en France, il y a cette séparation qui est sans doute due au monopole de l'équipe. C'est un cas assez unique dans le monde. Autre exemple, c'est Jean-Marc Huitorel, qui est un critique d'art, qui est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle La beauté du geste, et qui renvoie le sport en boîte, comme disait tout à l'heure Jean-Christophe, comme un fond d'écran, un continuum visuel, un paysage. Ça s'inscrit dans un paysage tout à fait ordinaire et banal, etc. Et puis, il y a cette phrase d'un célèbre journaliste belge, Jean Eskenazi, en 1951, journaliste de sport, qui rappelle qu'il faut s'imposer dans le métier de journalisme global parce que le sport
le terme de journaliste sportif, il disait à l'époque encore journaliste sportif, a un caractère quelque peu péjoratif, ce que dit Raymond Marcillac, première grande figure du journalisme de sport à la télévision française, à la RTF, qui rappelle que quand il a essayé d'imposer le sport à la télévision, on lui répondait, mais le sport c'est bon pour les primaires, les journalistes spécialisés dans le sport sont ceux qui ne sont pas capables de faire autre chose. Évidemment, tout le monde n'est pas Andrew Jennings, comme le disait Richard tout à l'heure. Donc, cette idée d'être journaliste officiel, c'est d'abord d'être encarté. Avoir cette légitimation par la carte de presse. Donc, on rappelle très brièvement ce qu'est un journaliste, comment ça s'est constitué en corporation, comment on revendique le titre de journaliste. C'est 1935 et notamment le vote au Parlement du statut des journalistes qui est rappelé là, et le fameux article L761-2 du Code du travail qui rappelle exactement l'idée d'être journaliste. Simplement, le paradoxe, c'est qu'avoir une carte ne fait pas de vous un bon journaliste. Qu'avoir une carte n'a aucun pouvoir disciplinaire si vous faites une faute ou des choses de ce type-là. Enfin bref, la carte de journaliste, elle ne sert globalement à rien, si ce n'est à avoir un abattement fiscal quand vous remplissez votre déclaration d'impôt. Donc, quelques chiffres, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va passer très rapidement les trois tableaux. Ça aussi, vous pouvez les trouver sur Internet, c'est sur le journalisme, le carte de journalisme, qui rappelle notamment qu'il y a de moins en moins de journalistes qui demandent cette carte et qu'il y a une baisse que vous pouvez noter du journalisme, et ça s'accompagne notamment par la formation que l'on retrouve dans l'ensemble des journalistes de sport qui ne sont pas issus des écoles accréditées officielles de journalisme, mais qui viennent de formations polyvalentes, diverses, etc. Ce qui n'est pas forcément un mal, on peut aussi passer. Donc cette idée d'accréditation, vous avez un commentaire ici sur les résultats de ces tableaux qui montrent que ces cartes sont en baisse, qu'il y a une grande chute qui n'est pas négligeable puisqu'elle est de 16%, et que finalement ces cartes n'ont plus une valeur de légitimation ou d'officialisation. Quelques données qui viennent dont la source, c'est l'Union des journalistes de sport en France. Quelques données historiques qui peuvent peut-être vous donner quelques indications et qui montrent que le journalisme de sport a été quand même a une histoire, a une culture. Ça date de 1921 avec le premier syndicat national de la presse sportive et du tourisme. Donc vous voyez l'association des deux termes. L'internationalisation 3 ans plus tard avec l'association internationale. Et puis, l'Union syndicale des journalistes sportifs français, qui a comme premier président Félix Lévitan, donc l'organisateur, un des directeurs du Tour de France. Et ensuite, en 2008, cette transformation en UJSF et le nombre d'adhérents. Alors, ce que je retiendrai, moi, ce que je vous amène à retenir, notamment dans cette litanie de chiffres, notamment, c'est la remarque de l'ancien rédacteur en chef de l'équipe, Jean-François Renaud, qui dit que finalement, cette spécialité de journalisme de sport, c'est une sorte de sismographe de la profession et donne un grand indicateur sur la profession. Donc, quels sont les traits constitutifs du journalisme de sport ? Visibilité, occupation de l'espace médiatique. Je pense que vous pouvez confirmer tout ça en tant que consommateur intensif des productions médiatiques. C'est la performance spectaculaire, puisque il faut reconnaître aux événements sportifs médiatisés qu'ils sont un laboratoire d'innovation et d'expérimentation, qui devient même un univers de chiffres, avec ce qu'on appelle, nous, dans notre
dans notre spécialité à l'Université de Lorraine, notamment auprès du master journalisme et médias numériques, ce qu'on appelle le data journalisme. Il n'y a pas un événement sportif sans data, comme vous pourrez en voir un extrait tout à l'heure. Et puis qu'enfin, quels sont les registres pour analyser les trajectoires des journées sportives? C'est d'abord le registre vocationnel, à objet de passion. C'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas un métier qu'on embrasse par hasard. Et puis enfin, c'est aussi quelque chose d'aléatoire. Quelque chose d'aléatoire qui pose un certain nombre de problèmes. Donc un exemple d'hypervisibilité, bon, vous en avez un là. Et ensuite, un exemple de data, c'est notamment au travers de... si vous suivez les courses de Formule 1, par exemple, vous pouvez suivre les courses de Formule 1 à la fois à la télévision, sur votre tablette, sur un téléphone mobile. Et sur un téléphone mobile, moi, c'est ce que je fais quand je suis à mon Grand Prix de Formule 1. J'ai plus d'informations sur mon ordinateur qu'à la télévision, ce qui veut dire que la visibilité n'est pas forcément un gage de richesse d'informations. Quelle est la cartographie actuelle du journalisme de sport pour ceux d'entre vous, et notamment je m'adresse aux étudiants qui sont là et qui souhaiteraient embrasser cette carrière, c'est que finalement, on le disait qu'il n'y a pas de formation académique, mais il y a plutôt des parcours diversifiés. Mais avec un certain nombre d'avertissements, c'est qu'il y a une paupérisation. Il y a beaucoup de journalistes, et donc plus il y a de journalistes, plus il y a une tendance à la paupérisation, c'est-à-dire que il y a beaucoup de pigistes qui ne sont pas forcément très bien payés, comme vous pouvez vous en rendre compte, et il n'y a pas forcément de carrière rectiligne. Il y a un certain nombre d'exemples. Donc, au niveau de la contextualisation, de quoi on se rend compte quand on analyse ce travail cette étude sur le journalisme de sport, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une émergence d'une nouvelle génération. Alors, par quoi est marquée cette nouvelle génération? Principalement par la dimension visible, par le visuel, par l'audiovisuel. Quand des étudiants qui veulent devenir journalistes de sport viennent pour se former, etc., ils sont bien en peine de citer un journaliste de la presse écrite, un journaliste de radio, un journaliste tout autre, mais par contre, ils vont vous citer un commentateur ou un polémiste. Alors, je ne vais pas citer de nom ici, il y a des polémistes qui sont très pesants à la télévision française, donc, mais bon, dont la valeur journalistique peut être, disons, discutée. Il n'y a pas de raison. Si on polémique d'un côté, on peut polémiquer de l'autre. Donc, vous voyez, les étudiants sont... principalement marqué par l'attractivité, par le monopole des médias audiovisuels, dont les médias en ligne. Notamment, il y a la présence accentuée de consultants qui ont une valeur ajoutée, certes, mais dont le statut est assez ambigu. Si jamais on vous fait une étude quantitative des dispositifs médiatiques, vous vous rendez compte que le temps de parole accordé aux consultants est supérieur au temps de parole accordé aux journalistes. Que la fréquence d'images, de plans accordés aux consultants, attractivité, est nettement supérieure à la fréquence et au nombre de plans accordés aux journalistes. Donc, ça, c'est assez important. Autre chose qui est plutôt une dimension positive, c'est qu'il y a une progression de la féminisation et des minorités visibles. Alors, quand je dis minorité visible, ce n'est pas pour stigmatiser ou pour pointer telle ou telle minorité, mais enfin, dans le journalisme de sport, on a un reflet de la diversité de la société. Ce qu'on n'a pas en politique, ce qu'on n'a pas dans l'économie, ce qu'on n'a pas dans la culture, ce qu'on n'a pas dans tout autre secteur du journalisme, et c'est un reflet du nombre de pratiquants. Et puis, il y a aussi la dimension du capitalisme et du marché qui ont été évoqués de différentes façons ici, notamment par Richard ici. Donc, les secteurs d'activité, les voici. Même chose, il y a diminution à peu près partout dans les médias, sauf en télévision
et en radio. Mais dans la presse écrite, il y a diminution de nombre de journalistes. Et puis, il y a sans doute, il va y avoir des changements dus aux médias en ligne. Là, vous avez des exemples de vedettarisation du journalisme, de figures. Bon, l'équipe de Bing Sport. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe, si ce n'est qu'ils sont tous beaux, ils sont magnifiques. En plus d'être très bons, je pense notamment à une figure à Bing Sport qui s'appelle Anne-Laure Bonnet, qui est phénoménale. C'est une journaliste qui est une femme, qui est une connaisseuse très fine du monde du sport et qui en plus parle 5 langues. Bon, on pourrait dire que c'est pas Paganelli, quoi. Mais vous voyez, c'est des choses de cet ordre-là, d'une grande profession, hein, professionnalisme, donc on trouve ça. Autre chose, là, vous vous confrontez avec l'équipe de Canal+, même chose, vous reconnaîtrez pour les spécialistes, journalistes, consultants, et puis la figure féminine assez... qui est le facteur d'attractivité. Par exemple, on évoquait tout à l'heure Anne-Laure Bonnet, qui est une grande journaliste de sport, que je considère comme l'avenir du journaliste de sport. Et à côté de ça, bon, vous avez des télévisions espagnoles qui mettent l'accent sur des figures assez attractives. Donc, pour terminer, évidemment, je n'ai pas le temps de dire tout, mais je fais très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question du journalisme de sport? C'est qu'on rentre dans un professionnalisme du flou. Du flou parce qu'on a du mal à en déterminer les contours. Qu'il s'agit d'un journalisme qui a du mal, qui a des difficultés avec la notion de déontologie, parce que grande proximité, grande connivence avec l'ensemble des secteurs, et puis enfin qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du journalisme sous influence. Donc je terminerai simplement par ces éléments de journalisme sous contrainte, qui n'est pas forcément une spécificité de journalisme de sport, mais qui est extrémisé, pour reprendre un terme que j'ai déjà employé ici, sur le journalisme de sport, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois un discours de promotion, valoriser un événement, un essai d'objectivation, qui produirait des effets d'authenticité, et là c'est beaucoup plus rare. Moi, je me rappelle simplement de journalistes qui avaient des tons neutres, mais c'est assez rare. Il y avait même dans l'histoire, selon les archives de l'INA, un journaliste qui commentait des matchs de football en disant « Monsieur Coppa passe la balle à Monsieur Fontaine », etc. Alors que maintenant c'est « Zizou », machin, etc. Et puis après, il y a la personnalisation. Et évidemment, il semblerait, ce sera mon mot de conclusion, que cette personnalisation, c'est-à-dire qu'une mise en évidence de la subjectivité, voire de la recherche de la spectacularisation, de la polémique, qui semble surdéterminer les autres fonctions du journalisme. Donc il y a un gros travail à faire. Je vous remercie.